Mesdames, Messieurs, bonjour, très heureux de vous retrouver sur Panafricaniste TV, votre chaîne de télévision. Vous nous suivez sur YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à aimer nos pages et tout de suite vous aurez des notifications juste lorsque nous sommes en train de diffuser. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole panafricaniste. Eh bien, la grande interrogation, Cameroun, alternance au sommet de l'État, la France, l'arbitre partisan, c'est notre grande interrogation. Eh bien, il était au Cameroun, Emmanuel Macron à Yaoundé précisément. Eh bien, et parmi justement les sujets en tout cas qu'ils ont discuté avec le chef de l'État camerounais Paul Biya, le sujet sur le plateau, il y avait également, on va le dire, l'alternance au sommet de l'État. Et durant justement la conférence de presse entre les deux chefs d'État, cette question est revenue. Et jusqu'à preuve de contraire, le chef de l'État camerounais a répondu à sa manière, justement, à cette question d'une journaliste française. Il a dit, et nous le savons tous, que jusqu'à preuve de contraire, on a parlé aujourd'hui en tout cas de ce qu'on appelle la soustraction, le système, on ne sait pas comment on va dire ça. Eh bien, si vous soustrayez justement dans le mandat du chef de l'État camerounais qui a 7 ans encore, parce que c'est le septennat, 3 ou 4 ans, vous saurez ce qu'il en reste et ce qu'il va devenir du chef de l'État camerounais Paul Biya dans les jours à venir. En tout cas, c'est ce qu'il nous a fait savoir. Ainsi, on saura s'il doit rester ou s'il va rentrer au village. En tout cas, pour répondre à nos questions, nous sommes avec Albert Anatola ici, qui a suivi avec nous cette information, qui nous fait d'ailleurs rire ce matin. Albert Anatola ici, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour à vous, Steve Jolangos. Je dis bonjour à vos techniciens. Comme j'ai l'habitude de le dire, qui font un travail tout à fait remarquable. Oui. Pour nous donner de la visibilité, pour donner de la visibilité de notre combat aux téléspectateurs, qui sont de plus en plus nombreux. Nous avons besoin de leurs encouragements, pourquoi pas leur contribution aussi, parce que la lutte a besoin d'argent, il faut le dire. La lutte a besoin d'argent. C'est bien beau de dire, vous faites un travail formidable, nous sommes derrière vous. Non, il faut de l'argent. La lutte a besoin d'argent. Quand je l'ai dit, j'ai dit bonjour à mes amis, à nos frères congolais, je parle du Congo Kinshasa, oui, qui depuis le week-end passé, ils sont dans une révolte, dans une révolution, je veux dire, qui consiste à demander à la MONUSCO de débarrasser... La MONUSCO? La MONUSCO, justement, de débarrasser, n'est-ce pas, le plancher, parce que la MONUSCO est là depuis plus d'une vingtaine d'années, on ne voit aucun résultat sur le terrain, bien au contraire, la situation sécuritaire est de plus en plus, se dégrade de plus en plus chaque jour. Quand je l'ai dit, tout à l'heure, dans mes recherches, pour actualiser justement les informations quotidiennes, je suis tombé sur une information qui m'a fait tomber à la renverse, à savoir que la justice de l'Union européenne a décidé de maintenir la suspension de RT France. Vous vous rappelez qu'au tout début de l'opération militaire spéciale, actuellement en cours en Ukraine, l'Union européenne avec la France ont suspendu de leur espace de vie Sputnik et RT France. C'est donc, voilà, dans ces mêmes gens qui, lorsqu'on demande à RFI, France 24, bref, le groupe Média Monde de Psanalé, du parti du Mali, oui, vous avez des cris d'orfraie, mais il ne faut pas n'est-ce pas, de la liberté d'expression, la liberté de presse. En tout cas, je trouve indécent que dans un même contexte, qu'on fasse d'une chose, qu'on s'engage dans une politique de 2 poids, 2 mesures. En tout cas, merci pour l'invitation. Très heureux de vous avoir avec nous, Albert Anatola ici. Depuis quelques heures déjà, il y a eu ce qu'on appelle la théorie de la soustraction. Jusqu'à preuve de contraire, lorsqu'on a posé la question au chef de l'État camerounais Paul Biya, il est venu justement sur cette théorie, puisqu'il est justement dans un mandat de 7 ans. Il faudra encore attendre. Je pense que nous étions là en 2018. Il y a encore du temps pour l'alternance au pouvoir. Vous savez, c'est une question qui est de plus en plus récurrente. Je parle de la part des journalistes français, oui, du Quai d'Orsay, les amplificateurs du Quai d'Orsay. Vous savez, ce n'est pas une question anodine. Ça me rappelle, il y a un peu plus de 7 ans de ça, justement, c'est un journaliste qui posait la question à Paul Biya, je crois que c'est Philippe Doucet, qui parlait justement d'alternance au sommet de l'État. Il nous souvient
que dans ce contexte-là, le président Bialy avait fait comprendre que le Cameroun n'est pas une monarchie pour avoir justement un dauphin à la tête de l'État et que les élections présidentielles qui étaient annoncées, elles étaient lointaines mais certaines. Donc, ce n'est pas la première fois, il a toujours la formule, le propos approprié pour y répondre. Justement, la même question est revenue hier, n'est-ce pas, lors de la conférence de presse qui s'est tenue justement à la salle des ambassadeurs du palais, n'est-ce pas, de l'Unité, qui est le siège des institutions camerounaises. Il s'agit de Mademoiselle Tulay qui a posé des RFI, je pense, Mediamonde, qui a justement posé cette question de la tenance, savoir est-ce qu'en 2025, il va passer la main, il va se représenter ou bien il va passer la main à un dauphin, c'est-à-dire en quelque sorte, en d'autres termes, à un militant du RDPC. Bien évidemment, la réponse a été nette et claire. Comme pour dire que c'était une question inappropriée. J'ai vu beaucoup de masturbation sur les réseaux sociaux par rapport à cela. C'est l'ordre le plus absolu. À savoir que le mandat, le septennat est encore en cours. Les dernières élections remontent en 2018. Donc le mandat du président Biya est encore en cours. Donc, d'où la théorie de l'association. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de temps pour qu'il puisse se prononcer là-dessus. Donc c'est inopportun. C'était inopportun cette question. Comme je l'ai dit, dans tous les cas, ce n'est pas Paris qui doit. Ce n'est pas parce que ce sont des questions suggérées. Puisque Macron, souvenez-vous, en 2019, lors de la fameuse interview qu'il accorde justement à ce fameux média qui justement pollue le continent à partir de la place parisienne, je parle des Jeunes Afrique, Macron, dans cette interview, annonçait la couleur en disant qu'il va engager un processus de renouvellement démocratique et générationnel sur le continent africain, du moins pour ce qui concerne les pays qui ont en leur tête des personnes qui ont d'un certain âge, en l'occurrence Paul Biya. Voilà. Donc c'est lui qui était dans le viseur, au même titre qu'il était dans le viseur en 2011 lors du fameux printemps arabe de M. Sarkozy, ce criminel que vous connaissez. Donc il s'agit donc d'une hantise de la part justement de l'Élysée. Mais comme il le disait tantôt, ce n'est pas à Paris, sauf si on est encore dans le contexte france-africain, ce n'est pas à Paris qu'il choisit qui doit être justement le prochain président du Cameroun. En France, ce sont les Français qui élisent leur président, qui le choisissent pour présider aux destinées de leur pays et surtout pour défendre leurs intérêts, partout où c'est possible. Nous pensons donc en tant que panafricanistes, bien sûr, que ce n'est pas à Paris de s'enquérir de quand est-ce qu'il part ou bien il ne revient pas. Il nous appartient de manière légitime, si nous sommes un État souverain, comme il a prétendu Jupiter, Jupiter devenu Vulcain. Tout à fait. Il s'agit d'une question qui ne préoccupe, qui n'engage que les Camerounais. Et lui-même, il a des contradictions parce que je l'ai entendu tout au long de cette interview, avoir beaucoup de prétentions à nous donner des leçons, à avoir des grands projets pour la jeunesse camerounaise. Je ne sais pas pourquoi, si c'était une conférence de presse très arrangée, très encadrée, ce n'est pas lui qui doit pouvoir justement fixer le cap quant à l'avenir de la jeunesse camerounaise. C'est vrai, il y a une certaine pollution financière, je parle de la corruption, pollution intellectuelle, pollution morale, qui accourt à travers certaines ONG, dont j'ai vu justement certains tenants, je veux dire, dans la foire qui a été organisée chez Yannick Noah. J'ai vu certaines têtes de ces il y en a qui sont les pourfendeurs, non, les contenteurs de l'homosexualité, allez-y comme vous le connaissez parfaitement bien. J'ai vu des autres qui justement perçoivent, qui sont financés par l'ambassade de France au Cameroun, je parle de Maximilien Gombe, ils sont nombreux comme ça. Donc, qui justement viennent, parce que quand M. Macron choisit ses interlocuteurs, c'est ne lui appartient pas de choisir des interlocuteurs. Achille Mbembe qui est également de la partie, Albert Anatole, ici. Écoutez, c'est un nom que beaucoup d'Africains sérieux n'ont plus trop prononcé. Il n'est pas le seul, ils sont nombreux, qui sont les endocolons, qui sont, je veux dire, les cerveaux blanchis, qui sont les cerveaux blanchis, qui étaient avec lui, dans son avion et qui ont fait le voyage de Yaoundé. Donc, ce sont des Français africains. Or, moi, je pense que dans la dynamique qu'il a nôtre, nous sommes dans la dynamique de la rupture avant la France-Afrique. Parce que nous connaissons, et c'est un fait historique à la fois factuel, nous connaissons les crimes que justement Macron et ses prédécesseurs refusent de reconnaître sur le continent africain. Il a fait un premier, comme il en fait d'habitude, à savoir déclassifier justement ses archives sur les crimes français au Cameroun, mais j'attends de voir avant d'y croire.
Jusqu'à preuve de contraire, selon des informations que nous avons reçues encore il y a quelques jours, Emmanuel Macron venait adouber Franck Biya comme prochain chef de l'État du Cameroun, mais apparemment cela ne s'est pas fait comme il le voulait. Non, je ne pense, moi je n'écoute pas les rumeurs, je suis un journaliste d'investigation. Je n'analyse pas les spéculations. La Constitution, la loi fondamentale du Cameroun a prévu des mécanismes, je veux dire de dévolution de pouvoir, ainsi que, éventuellement, en cas de vacances du pouvoir. Donc, nous avons un mouvement dont les sympathisants ou les militants, parce que jusqu'ici, je ne vois que les sympathisants qui font beaucoup de bruit, mais les intéressés même, ils ne se prononcent pas. Ce mouvement n'est pas interdit par les autorités de notre pays en charge de la régulation de l'espace public en matière de liberté. Donc, ça veut dire qu'il y a peut-être sous la cendre le feu. Mais quoi qu'il en soit, comme je l'ai dit, notre loi fondamentale a prévu des mécanismes à la fois de l'alternance, je veux dire des dévolutions de pouvoir et de vacances. Donc, je ne pense pas, comme je l'ai dit tantôt, je ne peux pas analyser les spéculations. Je n'analyse pas le Congo, c'est-à-dire les commérages. C'est un mouvement qui est mis en place, qui a été créé, qui a été suggéré par certaines personnes qui pensent qu'il doit avoir ce que j'ai l'habitude d'appeler justement ces gens-là qui veulent appeler leurs parents. Il faut que appeler leurs parents, c'est eux qui doivent encore prendre les choses en main. Voilà. Donc, je pense que ce n'est pas comme ça doit fonctionner. Le moment venu, il va falloir, pour qu'il soit déjà devenu, pour qu'il devienne chef d'État, il va falloir qu'il crée un parti politique qui va lui donner, qui va le désigner comme étant le candidat de ce parti politique. Pour l'instant, je vois un mouvement, pas un parti politique. Comme je l'ai dit, il est important quand même de s'interroger, ce n'est pas un sujet tabou, contrairement à ce que certains prétendent. L'alternance, c'est une évidence. L'alternance, ce n'est pas un sujet tabou, c'est une question qui doit évidemment préoccuper les Camerounais. C'est-à-dire que c'est le temps que le président camerounais, ça aussi, ce n'est pas un tabou, il a de l'âge. Parce que j'ai entendu certaines personnes s'exprimer très mal éduquées, mal polis, en train d'insulter, mais dans le continent africain, en Afrique, chez les Bantous, on n'insulte pas un patriarche. Insulter un patriarche, ça veut dire que vous insultez votre propre maman, votre propre papa, vos géniteurs. Donc, ce sont les gens qui sont mal polis. Donc, je pense que même hier, vous avez vu, si vous avez regardé justement cette interview, cette conférence de presse, M. Macron a fait preuve, il a fait l'effort de faire profil bas. Il a essayé de se départir de son arrogance, de sa condescendance habituelle. Ça veut dire que certainement le travail que nous faisons, le travail de conscientisation, le travail de, des dénonciations que nous faisons, ça porte des fruits. Mais quoi qu'il en soit, nous avons attendu de sa visite, parce qu'encore que, comme nous l'avons dit, c'était un non-événement pour les panafricanistes. C'était un événement et je pense que les événements nous ont totalement donné raison, dès lors que les sujets qui fâchent n'ont pas été mis à table. Si sa visite pouvait nous servir à quelque chose, ça ne nous a pas servi à quelque chose. Bien au contraire, ça nous a créé beaucoup de désagréments, d'abord du point de vue financier, parce que ça a coûté beaucoup d'argent au continuum camerounais. C'est-à-dire qu'il fallait servir à autre chose. Il y a beaucoup justement de Camerounais du côté, je parle des masses populaires qui sont retrouvés à dormir à la Belle Étoile parce qu'il fallait les casser pour laisser M. Roland Pré, une fois bis, passer. Ça me rappelle justement cette époque de l'esclavage, de la colonisation, où il fallait transformer des êtres humains justement en une sorte de jalons humains, donc de poivrement humain. C'était ridicule, très très ridicule. Donc, nous avons dit que c'était un événement, et si ça pouvait nous servir quelque chose, il fallait qu'ils soient posés sur la table les sujets qui fâchent, à savoir le contentieux historique. Il y a une promesse qui a été faite relativement à la déclassification des archives, relativement à cette période sombre de la colonisation française au Cameroun. Nous attendons de voir si la promesse sera tenue. Nous attendons. Ce n'est pas la première fois, Albert Anatola, ici, que cette promesse soit mise sur la table. Hein. Tout à fait. Nous attendions également que quelque chose soit dit en ce qui concerne la restitution de nos patrimoines, de nos biens mémoriels et culturels. Rien n'a été dit là-dessus. Nous attendions qu'on nous parle justement de cette promesse qui avait été faite, je veux dire, cet engagement qui avait été pris par M. De Gaulle, qui est la souveraineté politique et économique du Cameroun. Ça n'a pas été évoqué, ce sujet. Nous avons attendu que
la question du defensive soit abordée, ça n'a pas été fait. Bien au contraire, on a eu affaire à de l'enfumage, comme on a l'habitude. Bref, je pense que c'était comme j'ai l'habitude de vous dire, c'était une visite pour rien. Si lui, au bénéfice justement de l'Élysée, qui est en train, sur le continent africain, de chercher un grenier. Je vous ai dit il y a dans une précédente émission qui venait au Cameroun faire la promotion de son fameux projet Initiative Femmes Food and Agricultural Resilient Mission. C'est-à-dire qu'il s'agit d'un projet qui vise justement à chercher sur le continent africain des terres arables, vous l'avez tout à l'heure indiqué, des terres arables pour pallier éventuellement à l'insécurité alimentaire qui peut se profiler, non pas seulement sur le continent africain, contrairement à ce qui est prétendu, oui, mais sur le continent européen, parce que tout le monde dépend de ce côté-là du blé ukrainien et russe, ainsi que du pétrole et du gaz russe. Albert Latola, ici, il faut quand même dire que l'alternance au sommet de l'État du Cameroun a toujours intéressé les chefs d'État africains. Je prends par exemple le cas de Paul-Stéphane Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, lui également est venu à la charge encore hier. Peut-on dire aujourd'hui que c'est la France qui est l'arbitre partisan? C'est un très mauvais arbitre. Ils ont des démocraties centenaires qui sont même encore parfaites. Si nous pouvons s'appeler comme ça, aussi ça peut s'appeler indépendance. La plupart des pays africains ont obtenu l'indépendance en 1960. Vous voyez donc entre la plupart de ces pays-là ont autour 60 ans d'autonomie politique. Mais eux qui sont centenaires, quelquefois bicentenaires, leurs démocraties sont imparfaites. Je prends le cas de ceux qui nous donnent les leçons, c'est-à-dire ce que vous avez notamment évoqué là. Les questions des droits de l'homme se posent. Les questions du respect des droits humains, ça se pose. Les questions du respect des libertés d'expression, d'opinion se posent également. La preuve, c'est que vous avez des gilets jaunes, des milliers de gilets jaunes qui sont encore embâtillés. Vous avez, tout à l'heure je l'ai indiqué, dans mon coup de gueule, des médias qui sont censurés parce qu'ils ne doivent pas avoir une ligne contradictoire à celle habituelle des autres amplificateurs. Ça veut donc dire que, de ce point de vue, ils n'ont aucunement mandat de s'intéresser à nos affaires internes. Il me souvient, s'agissant de Jupiter, en 2017, je vous l'ai dit, il était devant la jeunesse africaine dont il est en train de cirer les pompes aujourd'hui. Nous sommes là à l'université Joseph Kizerbo, au Burkina Faso. Il avait pris l'engagement, il dit, je le cite, il n'y aura plus de politique africaine de la France. Mais alors, que se passe-t-il donc qu'aujourd'hui, Paris se met de nos histoires, donne des injonctions à qui il veut du côté du Sahel, notamment au Mali, en Afrique centrale, ou bien du côté du Burkina Faso. De qui se moque-t-on? Donc je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils soient conséquents, ils n'ont plus rien à faire s'ils veulent. Moi je pense que il y a une question qui a été posée relativement à une question portant sur la perte de parts de marché des entreprises françaises sur un territoire camerounais, c'est-à-dire qui sont partis les 40% de parts de marché à moins de 10%. Moi, je pense qu'il est important également de continuer dans cette lancée, c'est-à-dire les faire sortir carrément et qu'ils n'aient même plus de part de marché. Parce que, comme j'ai eu l'habitude de le dire, Paris n'a pas de moyens financiers ni humains de pouvoir aider nos États. Lorsque Paris vous dit « je vous aide à financer un projet », vous devez apporter votre quote-part. Et ils vous exigent que ce soit leur société qui soit des prestataires. Et ces prestations sont surfacturées. En plus de ce que ces multinationales bénéficient soit d'exonérations fiscales, oui, soit d'allégements fiscaux, et quelquefois même c'est de la fraude fiscale tout bonnement. Donc je pense qu'aujourd'hui il est important de faire preuve de vision, de visibilité, de vision stratégique, géopolitique, géostratégique également, en ce qui concerne l'émergence d'un secteur privé dynamique. Heureusement, au Cameroun, nous avons un secteur privé dynamique, même si une partie de ces secteurs privés a fait allégeance au CAC 40 en France. Albert Latola, ici, il était également question hier, Emmanuel Macron, sans pour autant le citer, a déclaré haut et fort, parlant justement des journalistes. Il y a certains journalistes que Emmanuel Macron aime bien, et apparemment, il y a certains autres journalistes que, apparemment, c'est la Russie qui finance. Quelle est votre réaction, vous, en tant que journaliste d'investigation? Vous savez, ces gens, ils n'aiment pas faire exactement ce qu'ils font. Ils n'aiment pas qu'on fasse exactement, qu'on répète exactement ce qu'ils font.
Qui finance le terrorisme au Sahel? Qui finance les partis politiques pour déstabiliser, par exemple, le Mali? C'est-à-dire les partis pour la dans le Mali, non, dans tout l'espace francophone. Voilà. Dans tout l'espace francophone. Merci. Qui finance la société civile, ce qu'ils appellent la société civile? Qui organise les messes nocturnes à des heures de Nicodème avec la société civile? La réciprocité n'existe pas. Mais je pense qu'il va falloir instaurer justement la réciprocité, c'est-à-dire que nos diplomates qui sont accrédités chez eux puissent de temps en temps justement organiser des messes nocturnes à des heures de Nicodème avec leurs contradicteurs. Il dit que justement la Russie véhicule sur le continent africain des fausses informations. Je pense que lorsque vous écoutez les amplificateurs, donc je n'ai pas envie de nommer ici par licence, la plupart des informations qui inondent notre espace de vie, notre landerneau médiatique, à 98% ne sont pas tout à fait exactes. Ils ne reflètent pas la réalité. Je pense qu'il y a 98% de ces informations sont fausses, derrière l'intérêt. Ce sont des informations qui sont élaborées dans les officines que vous connaissez. Donc, je ne peux pas me descendre au niveau de M. Macron où il est dans la délation, le commérage, dans les affabulations, dans la diffamation. Il faut qu'il nous donne la preuve que justement nous sommes stipendiés et corrompus. Mais je pense que, comme je l'ai dit tantôt, c'est parce que la France vit de corruption qu'elle pense que tout le monde qui peut traiter les partenaires des autres pays où elle estime qu'elle est dans son précaré sont corrompus, instrumentalisent les médias, instrumentalisent les hommes politiques, instrumentalisent la société civile, ou bien la corrompent. Donc je crois que ça moi, je ne veux pas entrer à ce niveau-là. Notre niveau de débat ne peut pas être à ce niveau-là. Oui. Je pense que la conférence de presse d'hier nous a donné à voir, à comprendre qu'ils ne sont pas au même niveau de débat que nous. Une question a été posée par exemple en ce qui concerne cette assistance à géométrie variable, où en Ukraine, vous avez des milliards de dollars qui sont justement débloqués au profit de l'Ukraine pour la reconstruction de l'Ukraine, bien pour mener sa guerre. Des milliards de dollars en armement sont débloqués, en matière militaire, sont débloqués pour aider la guerre à faire, l'Ukraine à faire sa guerre. Vous avez l'aide humanitaire qui est également débloquée de ce côté-là. Mais sur le continent africain, notamment au Sahel, c'est totalement la même, c'est pas la même chose. La Centrafrique, pour ne prendre que cet exemple, elle demeure sous embargo onusien avec justement la bénédiction de Paris, alors que la Centrafrique est confrontée, la Centrafrique est confrontée à des menaces symétriques réelles. Lesquelles menaces symétriques sont financées par une multinationale française appelée Castel, le groupe Castel. Donc quand vous avez donc un dirigeant d'une petite puissance qui vous tient de tels propos, on ne peut pas descendre à ce niveau-là. La France a commis pas mal de génocides sur le triangle national camerounais. Hier, Emmanuel Macron a refusé de demander pardon au peuple camerounais quand on sait pertinemment que ce président français conditionne d'ailleurs la reconnaissance des crimes à un travail conjoint, on va le dire comme ça, de fouilles, d'archives pour les consulter. Peut-être qu'ainsi, ils pourraient reconnaître justement les crimes qu'ils ont commis sur le triangle national camerounais. Je pense qu'on n'a pas besoin de déclassifier les archives de ces génocides, si vous le dites, parce qu'il y a eu des génocides. Oui. Parce qu'il y a des villages entiers qui ont été bombardés, on n'a pas l'armée française, l'armée coloniale française. Vous avez des assassinats politiques qui ont été perpétrés par la colonisation française dans mon pays, le Cameroun. Vous avez des viols qui ont été perpétrés par l'armée coloniale française. Donc, je pense qu'on n'a pas besoin, j'ai l'habitude de le dire, ça peut peut-être être un bonus, mais on n'a pas besoin d'attendre que ce soit l'Élysée qui nous ouvre ces archives. Nous avons des historiens. Nous avons des historiens assez compétents, j'en connais qui sont également engagés dans la dynamique panafricaniste, qui peuvent faire ce travail. Malheureusement, ce n'est pas Macron, et je crois qu'il appartient à nos États, à nos dirigeants, d'exiger cette vérité. Malheureusement, ils sont France-Afrique. Mais pourtant, il y a plus d'une dizaine d'années aujourd'hui où on parlait justement de la déclassification de ces archives. Il y a d'ailleurs un travail qui a été fait et eux-mêmes, la France, avait affirmé que justement, la France a commis des génocides, des crimes sur le triangle national camerounais. Oui, je me rappelle en 2016, oui. Lors de sa visite au Cameroun, Hollande avait promis justement de déclassifier ces archives-là. Je crois qu'il a fallu attendre qu'il parte pour que Macron vienne encore nous faire la même promesse. Moi, je pense qu'il est important parce que certains témoins de cette sinistre page de notre histoire politique sont encore vivants. Certains sont encore vivants. Oui. Je pense que nous avons même encore certains témoins
Je parle je parle des documents, parce que le témoin peut être également des documents, ça peut être des êtres humains qui ont vécu cela. Et il est donc important qu'on entre dans nos propres archives, parce qu'il y a quand même des archives au Musée national du Cameroun. Il y a des témoins vivants de cette sombre histoire de notre pays. Donc, je pense qu'il est d'abord important que le gouvernement camerounais, de mon point de vue, mette à la disposition des chercheurs, des historiens, les moyens appropriés, les moyens qu'il faut pour justement commencer à travailler là-dessus. Parce qu'il est possible que ces archives soient, je veux dire, falsifiées. Ce n'est pas impossible. Nous avons notre patrimoine mémoriel qui est encore du côté de l'Hexagone, en tout cas surtout l'Union européenne, ainsi que dans les musées américains. Donc je pense qu'il est important d'abord que nous-mêmes, nous puissions essayer de voir qu'est-ce qui s'est réellement passé, avant d'attendre que ce soit le bourreau qui nous donne la preuve ou les preuves de ces crimes. Albert Natoulazi, pour sortir rapidement de cet entretien, peut-on dire aujourd'hui que Emmanuel Macron est parti la queue entre les jambes? Je pense que je l'ai vu, j'ai regardé de bout en bout les différentes articulations, tant dès son arrivée qu'à son départ. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'un président français peut arriver dans mon pays à 23 heures. Et j'ai été offusqué de constater que dans le froid glaciaire de Yaoundé, on a mobilisé des Camerounais et des Camerounaises, quelquefois au puits de la corruption financière, pour pavoiser l'itinéraire de M. Macron. Je n'ai pas compris pourquoi est-ce qu'on a fait subir l'insomnie à la jeune fille qui a été chargée de lui remettre le bouquet de fleurs, alors qu'à cette heure-là, les enfants dorment. Quand je le dis, je vois également des différentes articulations. De quoi est-ce qu'il avait-il peur? Au niveau de la conférence de presse, je l'ai vu très embarrassé. D'abord en ce qui concerne cette indignation sélective lorsqu'il s'agit de l'Afrique ou de l'Ukraine, dont il défend la souveraineté et dont il justifie l'intervention militaire ou bien le soutien militaire du fait de la souveraineté de l'Ukraine, la chose qu'il interdit et défend et refuse aux autres États, en l'occurrence la Centrafrique ou bien le Mali. Je l'ai vu très embêté à la question de savoir pourquoi est-ce qu'il parle des affaires du Cameroun en présence des chèvres et des bêtes, en compagnie de deux badauds, et révéler ces entretiens qui devraient être privés avec le président de la République, avec les chèvres et les vaches. Je l'ai également trouvé très embêté lorsqu'il a fallu justement s'expliquer sur le fait que la France n'a jamais reconnu justement ce génocide humain justement en territoire camerounais. Je l'ai vu également très embêté lorsqu'il a entendu, il a suivi la réponse du président Biya par rapport à oui ou non, il va se représenter en 2025. Initialement, je pense qu'il a été prévu qu'il reparte ce matin à 8 h, nous sommes le 27 je pense. Oui. Il était censé repartir ce matin, à 27 juillet, à 8 h, et il est reparti hier notamment. Ça veut donc dire que nous avons affaire à un oiseau de nuit. Et lorsque quelqu'un vient chez vous la nuit et repart la nuit, ce n'est ni plus ni moins qu'un sorcier. Merci à vous Albert Natoulazi d'avoir été dans notre. Ce fut un plaisir. Mesdames, Messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition de Parole panafricaniste sur Panafricaniste TV. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Bonne journée à toutes et à tous.